Bonjour tout le monde et bienvenue au cours 10. Aujourd'hui, on va regarder les dividendes ou le comportement du dividende après le versement d'un dividende et quelle est la politique que la plupart des entreprises prennent pour verser un dividende. Le cours d'aujourd'hui, c'est peut-être le cours qui est le moins long de la session et aussi le moins lourd. C'est pas de la matière qui est extrêmement complexe. Généralement, aux examens, toutes les questions sur le cours 10, c'est généralement les questions qui sont les mieux réussies. Donc, quand une compagnie a fait des profits, elle peut faire deux choses avec les profits. En fin de compte, elle peut faire trois choses. Elle peut récompenser les actionnaires de deux façons, soit en versant des dividendes, soit en rachetant des titres. Si tu verses des dividendes, chaque actionnaire reçoit du cash et si tu rachètes des titres, bien, il y a moins d'actionnaires en circulation. Donc, le bénéfice par action va augmenter. Il y a autant de bénéfices répartis sur moins d'actions. Le bénéfice par action augmente et donc, en théorie, le prix de l'action devrait augmenter aussi. La deuxième vraie, alors, soit qu'on récompense les actionnaires de deux façons, ou bedon, on peut réinvestir dans la compagnie. Si j'ai une compagnie qui fait un rendement sur fonds propres, un rendement sur capitaux propres de 20 et elle verse 0% en dividendes, en théorie, on peut assumer que tous les profits de la compagnie sont réinvestis dans la compagnie et l'année prochaine, on devrait avoir 20% de croissance. 20% du croissance des actions, des ventes, 20% de croissance dans la valeur des capitaux propres, 20% de croissance partout. Les coûts variables, qui sont proportionnels aux ventes, 20% d'augmentation du prix de l'action. Si on verse cependant 100% de nos bénéfices sous forme de dividendes, ça veut dire tous les profits sont versés sous forme de dividendes, il n'y a rien qui est réinvesti dans la compagnie, donc le prix de l'action devrait rester flat. Donc, la croissance devrait être nulle. Donc, supposons que j'ai 10 dépanneurs et j'ai un taux de rendement sur fonds propres de 20%, ben, ça voudrait dire que je pourrais ouvrir deux autres dépanneurs. J'aurai maintenant 12 dépanneurs, j'ai une croissance de 20 et maintenant, en théorie, la valeur de mes actions dans cette compagnie devrait augmenter de 20 alors, la politique de dividende des actionnaires. On va verser un dividende si on n'a pas des bons projets. Alors, je vais vous donner un exemple d'un cycle de vie d'une entreprise. Si on prend Apple qui a été créé dans les années 70. Alors, Apple, au début, tu avais Steve Allen puis Steve Jobs. Je pense que c'est Steve Allen. Ou Steve Wozniak et Steve Jobs. Alors, ces deux-là, ils ont commencé Apple. En passant, il y avait un troisième investisseur qui pensait que ça valait pas grand-chose. Donc, après quelques mois, il a vendu toutes ses actions à Steve Jobs puis Steve Wozniak pour la valeur qu'il avait mis au début. S'il a regardé ses actionnaires, s'il a regardé ses actions, il vaudrait des milliards aujourd'hui. Alors, c'est considéré comme une des plus grosses erreurs, une des plus grosses bévues dans l'histoire de l'investissement. Alors, il y avait trois investisseurs à l'origine. Il y en avait deux qui sont restés. Il y en a un qui voulait rien savoir de Apple. Alors, au début, c'était une compagnie qui était dans le garage de Steve Jobs. Alors, on construisait des ordinateurs en bois. Les logiciels étaient de base. Je veux dire, c'était vraiment basic. Le microprocesseur est sorti en 1975 et ça a vraiment fait un kickstart pour le monde informatique. Donc, tu avais AMD et Intel qui avaient créé des microprocesseurs, NVIDIA qui n'était pas si grand à l'époque. Puis, tu avais Apple et Microsoft qui sont devenus super gros parce qu'ils savaient comment utiliser ces microprocesseurs-là. Ben, au début, Apple, c'était dans un garage. Alors, tu as une nouvelle entreprise, tu as besoin de financement, tu as besoin de liquidité, tu ne vas pas verser un dividende. Alors, tu es en start-up. Par la suite, tu as quelques ventes, tu as quelques clients, tu commences à croître et qu'est-ce qu'on va remarquer, c'est que pour générer de la croissance, on a besoin de faire plus d'investissement. Donc, durant la période croissance, encore une fois, il y a très peu de dividendes qui seraient versés. Par la suite, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on regarde Apple vers 1985, entre 85 et 92, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'on générait des profits chez Apple. C'était une très bonne compagnie. Et on aurait pu verser des dividendes. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, alors, la première étape, c'est start-up. Deuxième, c'est croissance. Troisième, c'est maturité. Et le quatrième, c'est le déclin. On a congédié Steve Jobs dans les années 90 et je pense, de 91 à 98, Apple était en déclin.
Et finalement, vers 1998-1999, c'est très rare qu'une compagnie a une deuxième vie comme ça, mais on a réembauché Steve Jobs et encore une fois, on était en croissance. Donc, de 2000 à 2010, on avait des super bons projets. iPod, iPad, iTunes, iPhone, iMac, tous les Internet quelque chose, tous les i quelque chose. On avait des bons projets. Et donc, on avait besoin de financement pour faire la recherche pour créer ces projets. On ne pouvait pas verser des dividendes. Mais à partir de 2010, il y avait plus de profits qui avaient des besoins de recherche et de développement. Donc, on avait plus de capital qui rentrait qu'on avait. Donc, en 2015, 2014, il y a un actionnaire qui a dit, écoute, si tu n'as pas des bons projets, on avait 80 billions dans les coffres de Apple en liquide. On ne savait pas quoi faire avec. Les actionnaires ils ont dit, écoute, commence à verser un dividende. Et c'est ça. Depuis 2013-2014, on verse des petits dividendes chez Apple. On les croit à chaque année. Mais par contre, je veux dire, Apple, en ce moment, on peut dire que c'est une compagnie qui est mature. Il y a des possibilités de croissance, mais Apple vaut 3 trillions de dollars. Je veux dire, si elle a de la croissance de 20 par année pendant 20 ans, Apple vaudrait plus que l'économie mondiale. C'est un peu absurde. Donc, les opportunités de croissance chez Apple sont limitées. Donc, au début, quand tu as besoin de liquidité, tu ne verses pas un dividende et plus tard, quand tu as assez de liquidité pour verser un dividende, tu vas le verser. Maintenant, nous, on a vu le modèle de Gordon et le modèle de Gordon dit que chaque dividende va croître au taux de croissance G. Donc, c'est une formule exponentielle. La réalité, c'est que la plupart des compagnies qui sont transigées en bourse vont verser un dividende qui est relativement fixe à chaque trimestre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est que après un bout de temps, si les profits sont assez élevés, alors on va verser un dividende fixe qui est un pourcentage des profits. Et si jamais les profits sont tellement élevés, on va augmenter le dividende fixe. Alors, un bon exemple de ça, c'est toutes les banques canadiennes. Les banques canadiennes, ça fait depuis 150 ans qu'ils versent un dividende fixe à chaque période. À chaque année, depuis 150 ans, ils augmentent au moins le dividende. Ils n'ont jamais manqué un paiement de dividende. Et je veux dire, à part 2020, ils ont augmenté le dividende à chaque année. 2020, c'était COVID. Il y avait une loi qui empêchait les banques qui empêchait les banques d'augmenter leurs dividendes. Mais je vais sortir le chart de Scotiabank. Donc, à l'écran, vous avez le graphe de Scotiabank. En date d'aujourd'hui, elle est à 69 $. Donc, si je regarde les 10 dernières années, si je remonte en 2012, Scotiabank versait un dividende trimestriel de 52 cents. Ensuite, 55, 57, 50, 60, 62, 64. Donc, on va verser un dividende fixe et on va juste l'augmenter de telle façon à ce qu'on sait que par la suite, on ne va pas couper le dividende 90 cents, 1 $, 1,3, 1,6. Et c'est ça. Alors, ils ont versé 1,6 depuis un petit bout. Alors, c'est la norme pour la plupart des compagnies qui versent des dividendes. La raison pourquoi on ne veut pas augmenter trop vite le dividende, c'est que si on doit augmenter un dividende de 10 généralement, le prix de l'action va augmenter de 10 Mais si on coupe un dividende, il y a généralement quelque chose qui se produit dans la compagnie qui va super mal. Alors, si je sors, par exemple, Citigroup. Citigroup a déjà été la compagnie la plus grande au monde. Alors, si je mets le chart de Citigroup, qu'est-ce qui arrivait? C'est que Citigroup, c'est une banque américaine. Et on sait en 2006, Citigroup était une des plus grosses compagnies au monde. La valeur totale de Citigroup en 2005-2006 valait 1 trillion de dollars. Alors, on n'avait jamais vu des compagnies qui valaient 1 trillion avant. Maintenant, on en a quelques-uns. Je veux dire, je pense qu'il y en a 7 maintenant. Mais qu'est-ce qui arrivait, c'est que Citigroup versait un beau dividende, 4 $, 4,40, 4,40, 4,40, 4,90, 5,40. Ah, oh, qu'est-ce qui est arrivé ici? Tu avais la crise du subprime. Et donc, Citigroup devait couper le dividende justement pour être capable de protéger son capital. Quand ils ont annoncé qu'ils ont coupé le dividende, le prix de l'action a planté. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont éliminé tout simplement le dividende. Alors, Citigroup, qui valait à une époque 537 $,
Par la suite, aujourd'hui, aujourd'hui, elle vaut 70 $. Donc, en 2007, de 2007 à 2009, elle avait perdu 90 de sa valeur. Puis il y avait d'autres compagnies comme Lehman Brothers et Bear Stearns qui ont tout simplement fermé leurs portes. Alors, ces compagnies n'existent plus aujourd'hui. Donc, on va verser un dividende flat et on va l'augmenter si on s'attend à jamais devoir le couper. Des fois, on doit le couper, comme si je regarde Carnival Cruise Lines en 2020, durant COVID, je veux dire, on était en lockdown, il n'y avait aucune croisière qui renaît, il n'y avait aucun argent qui rentrait chez Carnival. Donc, la première chose qu'ils ont fait, ils ont coupé le dividende. Le prix de l'action est allé de 70 à 8 à son pire. OK. Donc, on a une décision à prendre. Est-ce que je récompense mes actionnaires en versant un dividende ou est-ce que je récompense mes actionnaires en investissant dans des bons projets et en créant de la valeur pour mes actionnaires en faisant augmenter le prix de l'action? Si on a un dividende qui est élevé, à court terme, on peut faire ça. Un bon exemple, c'est durant la crise de 2008-2009, il y avait des compagnies comme Target que pendant une année, ont payé plus de dividendes qu'il y avait de profits. Mais c'est parce que les profits n'étaient pas là en 2008. Donc, on peut faire ça à court terme. Mais pour ce faire, je veux dire, tu dois trouver du financement. Alors, généralement, c'est en s'endettant. Tu peux faire ça à court terme, mais pas à long terme. En 2011, quand j'ai commencé à enseigner, il y avait une compagnie qui s'appelait les Pages jaunes. Puis le prix de l'action était de 16 piastres. Puis Pages jaunes essayait de faire la transition entre le livre, le bottin papier ou en ligne. Puis je me suis dit, à 16 piastres avec un dividende de 2 ça me paraît comme une belle action à acheter. Et j'avais une étudiante dans mon cours qui avait beaucoup de misère avec mon cours, qu'elle a dit, non, je travaille là, on ne s'attend pas à avoir une job dans un an. Alors j'ai paniqué, je n'ai pas acheté Pages jaunes. Un mois plus tard, ils ont coupé le dividende de 2 à 1 et le prix de l'action est allé de 16 à 4 $. Par la suite, ils ont coupé le dividende de 1 à 0 et le prix de l'action c'est devenu un penny stock. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à la fin de la session? Cette étudiante avait 53 de notes et je ne pouvais pas faire passer une étudiante, donc j'ai donné 2 à tout le monde. Et depuis ce temps-là, je majore mes examens pour avoir une moyenne d'environ 72 à la fin. Mais c'est ça. Une étudiante m'avait dit, non, achète pas cette compagnie-là, on pense pas avoir une job. Et quand ils ont coupé le dividende, le prix de l'action a planté. Pourquoi? Quand tu coupes le dividende, il y a généralement quelque chose qui cloche très mal à la compagnie. Donc, une autre chose, si j'ai pas des bons projets, peut-être ce serait mieux de récompenser mes actionnaires. Alors, il y a 10 000 Walmart à travers le monde et Walmart, bien qu'ils ont essayé, sont pas capables de créer de la croissance. Ils ont fait un peu de croissance avec le online. Maintenant, tu peux acheter directement de Walmart online, mais il y avait 10 000 Walmart en 2000. Il y a environ 10 000 Walmart aujourd'hui. Maintenant, ils ferment quelques Walmart ici et là dans des régions qui ne fonctionnent pas. Là où est-ce que le vol à découvert, le vol à l'étalage est élevé, ils sont en train de fermer des Walmart qui ne sont pas profitables. Mais par contre, si Walmart ouvrait 10 000 nouveaux Walmart, les 10 000 nouveaux Walmart sont bien plus risqués que les 10 000 Walmart existants. Alors, on sait, il y a un autre problème aussi, c'est que nous, les investisseurs, on est à l'externe de la compagnie. On ne sait pas si les dirigeants sont en train d'investir dans les bons projets. Des fois aussi, il y a des dirigeants qui veulent racheter des actions, mais quand tu rachètes des actions, ça fait monter le prix de l'action. Tu n'as pas de dividende, mais ça fait monter le prix de l'action. Mais si tu es en train de racheter des actions qui coûtent déjà assez cher, comme si tu rachetais des actions de Tesla en ce moment, tu paierais 100 fois tes profits. Je veux dire, ça coûterait pas mal cher si les profits futurs ne se présentent jamais. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, on rachète quand même des actions, mais c'est parce que le bonus du dirigeant est établi en fonction du prix de l'action. Alors, lui, il agit à ses intérêts. Alors, Charlie Munger, qui était le partenaire de Warren Buffett chez Berkshire Hathaway, il a dit, si tu montres l'incitatif, je vais te dire c'est quoi le résultat. Show me the incentive, I'll show you the outcome. Ça veut dire que si tu récompenses quelqu'un pour quelque chose, il va faire cette chose-là. Et si tu récompenses tes dirigeants en donnant des warrants ou des calls, ils vont faire monter le prix de l'action. C'est à leur avantage.
OK, alors il y a 2 types de dividendes, en cash et en action. On va pas regarder le dividende en action. En fin de compte, n'importe quel actionnaire qui reçoit des dividendes en action, il aime pas ça. Ça veut juste dire qu'on est en train d'imprimer des nouvelles actions. Il y a un effet de dilution. Il y a aucune vraie valeur qui est ajoutée parce que le prix de l'action va s'ajuster en conséquence. Donc nous, on va regarder juste les dividendes en cash, hem, qui veut dire que, on a des profits. Il y a une portion de ces profits qu'on verse sous forme de dividendes et qu'est-ce qui reste? C'est un résultat non distribué ou un bénéfice non réparti. En anglais, on appelle ça retained earnings. Alors, ça réduit, quand tu payes un dividende, tu réduis les capitaux propres de la compagnie, mais par contre, les actionnaires sont récompensés. OK, maintenant, on va regarder 3 dates en particulier. Bien, en fin de compte, il y a 4 dates. Il y a la date de déclaration du dividende. Dans votre cours 2240 et 3240, à la date de déclaration, vous avez dividende à payer qui serait crédité et une charge de dividende, c'est ça, une charge de dividende qui est au débit. Nous, en finance, on ne regarde pas débit-crédit. Par contre, à la date de versement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créditer, on va débiter dividendes à payer et on va créditer en caisse. En finance, par contre, on est intéressé plus sur la date auquel le prix de l'action va chuter. Supposons que je regarde Scotiabank de tantôt. Scotiabank de tantôt verse un dividende de 1,6 aux 3 mois. Donc, Scotiabank verse un dividende de 1,6 aux 3 mois. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la compagnie, elle va annoncer le versement d'un dividende. Alors, si je regarde dans la dernière année, elle va annoncer un dividende. Par la suite, elle va verser le dividende. À quelle date est-ce que le prix de l'action va chuter? Donc, si je regarde Scotiabank, alors, voici le press release. Alors, qu'est-ce qu'on a déclaré? Alors, quand tu as des informations qui doivent être déclarées au public, tu le mets sur CEDAR. Et le 25 février 2025, Scotiabank a annoncé un dividende à tous les actionnaires de la compagnie payable le 28 avril. Donc, la date de déclaration, c'est le 25 février et la date de paiement, c'est le 28 avril. Et on va payer tous les actionnaires qui possédaient l'action à la fermeture, donc à 4 heures, le 1er avril 2025. À quelle date, en théorie, est-ce que le prix de l'action va chuter? Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, ben, c'est à la date qu'on le paye. C'est pas vrai. Parce que tu dois regarder ça du point de vue des actionnaires. Si moi, je possède l'action le 1er avril et je la vends le lendemain, le 2 avril, je vais recevoir le dividende. Si j'achète l'action le 2 avril, je ne vais pas recevoir le dividende. Donc, le 2 avril, à l'ouverture, le prix de l'action devrait chuter aux alentours de 1,6. C'est pas exact, mais et je vais vous expliquer au cours d'aujourd'hui pourquoi c'est pas exact. Il y a un effet de taxe. Donc, il y a 4 dates vraiment. Il y a la date de déclaration. Ça, c'était le 25 février. Ça, c'est la date où est-ce qu'on a déclaré qu'il y avait un dividende. Il y a la date ex-dividende. C'est le premier jour auquel on n'a plus le droit au dividende. On n'a plus le droit au dividende à partir du 2 avril. Donc, la date ex-dividende, c'est le 2 avril. Et on a aussi la date de versement, alors c'est le moment où ce que le dividende est réellement payé. Donc, moi, je possédais l'action le 1er avril. Je vais recevoir le dividende. Même si j'ai vendu l'action le 2 avril, je vais quand même recevoir le dividende le 28 avril. Il y a une quatrième date que je pourrais ajouter, c'est la date cum dividende, qui est le 1er avril. C'est la date avant la date ex-dividende. Cum, c'est latin pour dire avec, ex, c'est latin pour dire sans. Donc, la date cum dividende, qui est le 1er avril, c'est la dernière date auquel j'ai droit au dividende. Et la date ex-dividende, c'est la date auquel j'ai pu le droit au dividende. Donc, si j'achète mon action à la date ex-dividende, je ne reçois pas le dividende. Et si j'achète l'action à la date comme dividende, j'ai le droit au dividende. OK, donc pour une compagnie, qu'est-ce que j'ai dit tantôt dans le cas de Apple? Donc de Apple de 75 à environ 83-84, on était en situation de démarrage, on avait besoin de beaucoup de projets, on avait besoin de liquidités élevées, donc on versait aucun dividende.
De 83 à, disons, 86, 87, 88, Microsoft est devenu public en 1986. Donc, vers ces dates-là, on avait beaucoup de croissance. Donc, c'est pour ça que Microsoft est devenu une compagnie publique qui a fait son IPO en 85-86. Il y avait besoin de financement pour financer ses projets. Par la suite, Apple et Microsoft, vers 1992, tout allait super bien. Donc, on était une compagnie qui était en croissance, en maturité. On aurait pu verser des dividendes. Je me souviens pas si on versait des dividendes. Je pense que Apple versait des dividendes. Mais l'affaire, c'est que par la suite, de 92 à 99, Apple était en déclin. Et croyez-le ou non, vers 1998, Microsoft a acheté Apple pour 50 billions. Mais le gouvernement américain a dit non, 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 monopole, non, 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 tu fais pas ça. Départis-toi de tes actions de Apple, on ne permet pas ça. Et aujourd'hui, Apple vaut plus que Microsoft. Je veux dire, en 2001, Blockbuster, qui est peut-être une compagnie que vous ne connaissez plus, que vous ne connaissez pas, mais pour moi, c'était mon enfance. Je passais mon temps chez Blockbuster. C'était la location de vidéos. C'était un magasin. Puis l'affaire, c'est qu'en 2001, Blockbuster aurait pu acheter Netflix pour 50 millions de dollars. Ils ont dit non, non, ça vaut rien, ça. C'était une sous. On louait des vidéos par courrier. Alors, on recevait des DVD par courrier, puis on les renvoyait quand ça nous tentait. On avait des enveloppes déjà préformatées, puis on les renvoyait. C'est subscription. C'est tout simplement à chaque mois, tu pouvais louer 10 vidéos et à chaque fois que tu en renvoyais un, tu pouvais garder n'importe quelle vidéo que tu voulais, mais si tu en renvoyais un, on t'envoyait une nouvelle vidéo par la suite. Puis on dit non, 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 ça ne va pas fonctionner. Par la suite, ils ont été online. Aujourd'hui, Netflix vaut 1 trillion de dollars. Blockbuster n'existe plus. OK, donc Apple était en déclin de 92 à 98. Ils ont ramené Steve Jobs en 98-99 et par la suite iPhone, iTunes, iPad, et puis la deuxième vie de Apple. Aujourd'hui, Apple vaut 3 trillions de dollars. Donc encore une fois, donc si je regarde 98, 99, 2000, 2001, 2002, on était en croissance. Jusqu'en 2008, 2009. 2010, là, on était revenu à maturité. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a dit que, écoute, tu as beaucoup trop de cash, pas assez de projets, commence à verser un dividende. Depuis 2013-2014, on verse des dividendes chez Apple. Apple, actuellement, je dirais que c'est une compagnie mature. Une compagnie qui est en déclin. Il se peut que quand même, en anglais, on appelle ça un cash cow. Imaginez Bell Canada. Bell Canada, de 2000 à 2010, tu avais toute la téléphonie, tu avais l'Internet, tu avais plein de choses. Mais sa ligne d'affaires la plus profitable, c'était les téléphones payants, les cabines téléphoniques. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que s'il y avait une cabine téléphonique qui était brisée, on faisait juste arracher la cabine téléphonique, on ne la remplaçait pas. Donc, toutes les cabines téléphoniques qui fonctionnaient, on mettait 25 cents ou même 50 cents à demander pour faire un téléphone. Si tu utilisais ta carte, c'était 1,50. Mais c'était juste du profit. Il n'y avait aucun investissement, c'était juste du profit. Alors, si tu es une compagnie qui est en déclin, tu peux être un cash cow. Tu le sais que tu ne vas pas vivre bien longtemps, mais tu as plus de liquidité, tu n'as pas de projet d'investissement, tu vas juste verser ça sous forme de dividende. Donc, dans le cas de Apple, qui a été acheté par Microsoft en 1998 pour 50 billions, Microsoft, maintenant, avait plus de projet. Elle avait 50 billions de cash, elle n'avait aucun projet pour investir. Donc, ils ont versé une dividende une fois de 50 billions. On appelle ça un dividende résiduel. Puis par la suite, Apple avait tous ses bons projets, puis Microsoft a essayé de toutes les copier. Ça n'a pas fonctionné parce que si ça aurait fonctionné, on ne parlerait pas de iPod ou iTunes, on parlerait du Zune. Et je suis pas mal sûr que j'ai aucun étudiant qui se souvient du Zune, qui était le iPhone de Microsoft. Donc maintenant, Microsoft ne copie plus Apple. OK. Maintenant, si je verse un dividende, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que je paye de l'encaisse, de la trésorerie à mes actionnaires, je réduis mes capitaux propres. Le nombre d'actions en circulation ne change pas. Donc, si je possédais 10 de la compagnie avant le dividende, je vais recevoir un dividende sur chacun de mes actions, mais par la suite, je possède toujours 10 de la compagnie. J'ai réduit la valeur de mes fonds propres, mes capitaux propres, et si je paye un dividende de 1,6 comme Scotiabank, le prix de l'action devrait s'ajuster d'environ 1,6. Ce n'est pas exact. Maintenant,
Nous, en finance, encore une fois, on fait aucune fiscalité. Moi, je vois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les dividendes qui se font verser et toutes les taxes qui ont été payées dessus. Et on va appeler ça le taux d'imposition des dividendes. Le problème avec ça, c'est qu'il y a certaines compagnies qui sont investies dans des actions qui payent des dividendes, mais c'est dans leur régime de retraite. Ils ne payent aucun taxe là-dessus. Moi, j'ai 300 000 dans un CELI. Jusqu'à jusqu'à il y a quelques mois, j'avais plusieurs actions qui versaient des dividendes. J'ai tout vendu mes actions dans mon CELI. J'ai juste du cash en ce moment, mais j'avais des actions qui versaient des dividendes. Tous ces dividendes étaient libres d'impôts. Donc, tu ne peux pas utiliser les normes fiscales qu'on connaît. On va regarder tous les dividendes qui ont été versés, puis on va regarder combien qui a été versé, quel est le pourcentage qui a été versé en dividendes, et ça, c'est le taux d'imposition des dividendes. Pour un examen, bien sûr, je vais sortir le chiffre de mon cul, je veux dire, les dividendes sont taxés à du 10 %. Alors, c'est une moyenne de tous les actionnaires, parce qu'il y a plusieurs types d'actionnaires. Certains actionnaires ne versent aucun dividende. Certains actionnaires ne payent aucune taxe, je voulais dire. OK, donc, par contre, une autre façon qu'on peut récompenser nos actionnaires, c'est en rachetant des actions. Si on rachète des actions, on prend de la trésorerie, on va sur le marché libre et on rachète des actions. Donc, si je regarde Scotiabank, si je reviens à Scotiabank, en ce moment, le prix d'une action de Scotiabank est à 69,10. Le prix de l'action est à 69,10. Mais une action coûte 14 années de profit. Donc, si je rachète une action, je vais payer 14 années de profit pour la racheter. Donc, j'utilise de la trésorerie. Donc, à 14, c'est généralement la moyenne historique. Si je faisais ça pour Tesla, le coût-bénéfice est de 100 $. Donc, pour une action, je vais payer 100 années de profit pour l'acheter. Et généralement, quand on a des dirigeants qui sont compensés selon le prix de l'action, c'est ça qu'ils vont faire, qui n'est pas à l'intérêt global des actionnaires. Donc, tu devrais racheter des actions quand le prix de ta compagnie, tu le crois trop bas. Mais si le prix de l'action est trop élevé, tu ne rachètes pas des actions, tu serais mieux de verser un dividende tout simplement. Mais quand tu rachètes des actions, supposons que tu as 100 actions, 100 de profit sur 100 actions. Chaque action fait 1 $ de profit. Si je rachète 20 actions avec de la trésorerie, j'ai quand même 100 $ de bénéfices qui seraient répartis sur 80 actions. Et donc maintenant, j'ai chaque action a 1,25 $ de résultat par action. Et donc, le prix de l'action devrait grimper. L'affaire, par contre, si moi, je ne vends pas mes actions et j'avais 10 actions sur 100, maintenant, j'ai 10 actions sur 80. Donc, mon pourcentage d'actions, il augmente. Alors, je contrôle. Et c'est ce que Walmart avait fait. Quand Sam Walton était décédé, lui possédait environ 30 % de la compagnie Walmart. Il a donné 6 % à chacun de ses 5 enfants. Et à travers les années, alors lui est décédé au milieu des années 90, depuis 30 ans, à chaque année, on prend quelques profits pour racheter des actions. Alors lui possédait 30 % de la compagnie, mais qu'est-ce qu'on a fait sur les 30 dernières années? On a racheté 40 % de la compagnie. Donc les 5 enfants de Sam Walton, qui possédaient du 6 %, possédaient entre eux plus que 10 %. Alors les 5 ensemble contrôlent la compagnie. Sam Walton, quand il est décédé, avant de décéder, il a dit à ses enfants, je vous lègue ma compagnie. Mais si vous vendez des actions, je vais vous hanter de l'après-vie. Je vais revenir vous voir dans vos cauchemars. Donc, et les enfants de Walmart, ils n'ont jamais vendu. Il y a un des enfants qui est décédé récemment, puis il a légué ça à ses deux enfants. Donc, deux enfants qui ont 5 % et deux petits-enfants qui ont 5 % chacun, quatre enfants qui ont environ 10 % ensemble. Ils contrôlent la compagnie, il y a 50 %, moins que 50 % de la compagnie qui flotte sur le marché. Donc, quand tu rachètes, tu changes le contrôle. Ça réduit toujours la valeur de tes capitaux propres, du montant du rachat, mais ça devrait augmenter le prix de l'action. Quand tu verses un dividende, ça fait baisser le prix de l'action, mais ça ne change pas le contrôle. Et nous, on va dire que quand une action part de ici à ici, même si elle n'est pas vendue, on va appeler ça la plus-value, on va appeler ça un gain capital. Et quand tu vends ton action, tu vas payer des taxes sur le gain capital. Encore une fois, il y a certains actionnaires qui sont des régimes de retraite ne payent aucune taxe. Moi, mon argent dans mon CELI, alors quand j'ai vendu toutes mes actions, j'ai fait comme 250 000 de gains capitaux, je n'ai rien payé en taxes dessus. Donc, nous, on va encore une fois regarder tous les gains capitaux qui ont été faits
Quel est le pourcentage de ce montant qui a été payé en taxes? On va appeler ça le taux sur les gains capitaux. Historiquement, le taux sur les dividendes et le taux sur les gains capitaux sont très similaires. C'est comme 15 et 17 et ça peut être un ou l'autre, je veux dire. Donc, mais par contre, il y a un effet sur le prix de l'action si on verse des dividendes, dépendant des préférences des actionnaires. Donc, si le taux de taxe sur les gains capitaux est très élevé, puis les dividendes sont très faibles, des actionnaires vont préférer des titres à la bourse qui payent des dividendes. Si par contre, le taux de dividende, les taxes sur les dividendes sont élevés puis les gains capitaux, c'est très bas, on va préférer des compagnies qui ont beaucoup de projets qui ont zéro de dividendes parce que le prix de l'action va grimper, on ne va pas être taxé dessus. On appelle ça les préférences des actionnaires. Et encore une fois, il y a tellement d'actionnaires. Il y a certains actionnaires qui transigent pendant jusqu'à 4 heures. On appelle ça des day traders. 4 heures, c'est long terme pour un day trader. Un régime de retraite, 50 ans, c'est peut-être court terme. Je veux dire, on a plusieurs de préférences et une bourse ou un marché, c'est la moyenne de toutes les préférences de tous les actionnaires au monde. OK, donc pour les dividendes, nous, on a vu le modèle de Gordon qui dit le prix d'une action aujourd'hui est égal au dividende au temps 1 divisé par le rendement attendu des actionnaires moins G. L'affaire, c'est que ce modèle assume une croissance G des dividendes. Chaque dividende va croître de G%. La réalité, c'est qu'on garde ça flat tant qu'on l'augmente. Et on va l'augmenter si jamais on ne s'attend pas à le couper par la suite. Mais je veux dire, il n'y a aucun modèle qui modélise bien ça. Donc, nous, on va assumer que chaque dividende croît au taux de croissance soutenable G. Donc, si j'isole le rendement attendu de mes actionnaires, j'ai deux composantes. J'ai le pourcentage qui va être versé sous forme de dividende. Alors, quel est mon rendement de dividende? Alors, dans le cas de Scotia, une action coûte 69,10 et verse un dividende annuel de 4,24. Donc, je vais faire 6,09 par année juste en dividende. Et en passant, je vais vous donner une de mes opinions. Si jamais vous êtes intéressé à commencer à investir, je vous dirais tout le temps, prenez de l'argent, ouvrez un compte CELI et mettez un peu d'argent dans votre CELI. Votre tout premier titre devrait être une banque canadienne, une des 5 grosses banques canadiennes, TD, Banque Royale, BMO, Scotiabank et CIBC. Pourquoi? Il n'y a rien de plus blue chip qu'une banque canadienne. Une compagnie blue chip, ça veut dire une compagnie très stable, fiable. Donc, ça verse des dividendes depuis au moins 25 ans. Ils n'ont jamais coupé le dividende et ils augmentent régulièrement leurs dividendes. Les banques canadiennes ils font ça depuis le 19e siècle, depuis 150 ans. Donc, quand vous allez commencer à investir, commencez avec une valeur sûre comme une banque. C'est une opinion. Mais, je veux dire, même une banque peut perdre de la valeur. Alors, je ne suis pas responsable de vos gains ni de vos pertes, mais si vous voulez apprendre, commencez avec ça parce que investir, comment qu'on apprend à investir, c'est en gérant ses émotions. Si vous commencez à acheter du Bitcoin, c'est comme aller au casino. C'est pas de l'investissement, là. Vous êtes en train de faire du gambling. Alors, une bonne question, c'est combien est-ce que je devrais investir pour mon premier investissement? Ce que je dis tout le temps, c'est que si vous achetez 100 actions de Scotiabank, ça va vous coûter 6 900 $. Alors, 100 actions, c'est peut-être que votre banque en ligne vous permettra d'en acheter moins. Si vous êtes sur Robinhood, je ne vous dirais pas de toucher à ça. Vous pouvez acheter en lot de moins de 100 actions, mais Robinhood a ses problèmes. Achetez ça à travers votre banque en ligne. Vous pouvez même acheter votre banque sur votre banque en ligne. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que votre banque en ligne va vous charger une commission d'environ 10$, mais payez cette commission-là parce que c'est sur votre banque en ligne, puis il n'y a rien de plus sûr qu'une banque canadienne. Donc, moi, j'étais avec TD, puis j'ai acheté des actions de Scotiabank et des actions de BMO à travers les 15 dernières années. Dès que vous êtes investi, si vous avez 100 actions de Scotiabank, vous avez 7 000 qui est investi, qui n'est pas un gros montant, mais pour vous, c'est peut-être grand. L'affaire, c'est que dès que vous êtes investi, vous allez vous poser des questions comme c'est quoi le bid, c'est quoi le ask, c'est quoi le coût-bénéfice, est-ce qu'il coûte cher, est-ce qu'il coûte pas cher, quel est le risque de la compagnie, quel est le rendement de dividendes. Donc, c'est les genres de questions et vous allez vous poser des questions. Après quelques années, tous les chiffres qui sont à l'écran ici, vous allez les connaître et tout ce qui est ici sur le côté gauche, vous allez être de plus en plus familier. Donc, c'est juste mes dessous, mon opinion sur l'achat d'actions. Donc, on va être récompensé de deux façons. Un, en pourcentage de dividendes. Donc, dans le cas du Scotiabank, si vous achetez Scotiabank, vous allez faire 6 en dividendes.
Je trouve ça fort douteux qu'on coupe le dividende chez Scotiabank. Par la suite, la deuxième façon qu'on va se faire récompenser, c'est que le prix de l'action devrait augmenter au taux G de la compagnie. Le taux G, on le calculait en finance 1, on ne le calcule pas en finance 2. Donc, c'est la plus-value du prix de l'action. Donc, nous, on va être récompensé sur l'augmentation du prix de l'action, alors un gain capital, et on va être récompensé sur le dividende. Donc, le rendement total, c'est le rendement en dividende plus la plus-value ou le gain capital. Alors, un gain capital, c'est la plus-value lorsqu'on a vendu l'action. Mais à long terme, le prix d'une action et le prix d'une banque, à long terme, ça devrait grimper. Si je regarde les 5 dernières années de Scotiabank, n'oublie pas qu'en 2020, on avait COVID. Alors, durant les 5 dernières années de Scotiabank, le prix de l'action était relativement à la hausse. En 2020, l'action valait 44. Aujourd'hui, elle vaut 69. Donc, sur 5 ans, tu as quand même fait une croissance d'environ 50 qui est environ du 10 par année. Donc, au total, si tu avais acheté Scotiabank en 2020, comme moi j'ai fait, moi, par contre, j'ai vendu ici. Si vous avez vendu Scotiabank, si vous avez acheté Scotiabank sur les 5 dernières années et vous l'aviez dans votre portefeuille, vous avez fait un rendement total d'environ 16 Donc, à court terme, par contre, je veux dire, ça peut monter, ça peut baisser, ça peut rester flat. Donc, un exemple. J'ai une compagnie, les actionnaires de cette compagnie s'attendent à du 12 Ça, c'est le rendement attendu des actionnaires. La compagnie a un taux de croissance de 7 Aujourd'hui, l'action est à 100 Un dividende vient tout juste d'être versé. Et en passant, le dividende qui vient tout juste d'être versé, c'est le dividende au temps zéro, le dernier dividende. Dès que le dividende est versé, il est sorti du prix de l'action. Le prix d'une action, c'est la valeur actuelle de tous les dividendes futurs. Donc, le dividende au temps 1, c'est tout simplement le dernier dividende avec une période de croissance. Ici, on vous demande quel est le montant de ce dividende. Donc, j'ai une action qui vaut 100. 100 c'est égal à la valeur de l'action au temps 1 divisé par le taux d'intérêt attendu des actionnaires moins le taux de croissance. Alors, le taux de croissance, on vous le donne, c'est du 7 le rendement des actionnaires, c'est 12. Le prix de l'action, c'est 100. Et le dividende au temps 1, ben, c'est le dernier dividende, le dividende qui a été versé hier, avec une période de croissance. Donc, 100 est égal au dividende au temps 1 divisé par I moins G. Donc, le dividende au temps 1 est égal à 5 mais ça, c'est le prochain dividende. Le dernier dividende, ben, c'est le 5 escompté de 7 et qui est égal à 4,68 Ici, on vous demande quel était le dividende qui vient tout juste d'être versé. Si on vous demandait quel est le prochain dividende, bien, le dividende au temps 1, bien, il serait égal à 5 Donc, ce serait 100 est égal au dividende au temps 1 divisé par 12 moins 7 Donc, 100 serait le dividende au temps 1 divisé par 0,05. Donc, 100 fois 0,05, c'est le dividende au temps 1. Donc, erreur qui arrive le plus souvent à un examen c'est que l'erreur qu'on a le plus souvent à un examen, c'est que, je vais vous dire, le dividende qui vient tout juste d'être versé est de X. Donc, pour trouver le prix de l'action, j'ai besoin du dividende au temps 1 et le dividende qui vient tout juste d'être versé, c'est le dividende au temps 0. Ou bedon, je vous dis, le prochain dividende sera de Y. Qu'est-ce qui arrive, c'est que je vais avoir des étudiants qui vont actualiser le dividende de Y. Le dividende au temps 1 est de Y, pas besoin de l'actualiser. Donc, le prix d'une action au temps 0 aujourd'hui est égal au prochain dividende divisé par I moins G. Donc, j'ai besoin de savoir quel est le dividende au temps 1. Donc, le taux de croissance G. Si j'ai des fonds propres et le rendement de mes fonds propres est de 20 si je verse 100 de mes profits sous forme de dividendes, ben, tous mes gains sont versés sous forme de dividendes, je vais avoir zéro de croissance. Si mon rendement des fonds propres est de 20 et je paye 0 en dividendes et le tout est réinvesti dans la compagnie devrait croître à du 20 donc, si par contre, je verse une portion de mes profits sous forme de dividendes, ben, ça veut dire que mon taux de croissance va être quelque part entre 0 et 20 En finance 1, on l'a vu, alors en finance 1, qu'est-ce qui arrive? Une autre chose que je dois mentionner, c'est que si je fais des profits dans la prochaine année de 50 000 et je verse aucun dividende,
La plupart des compagnies sont 2 tiers dette, 1 tiers fonds propres. Alors, si je fais 50 000 en profit, mes capitaux propres viennent juste d'augmenter de 50 000. Mais si je n'emprunte pas davantage, ma structure capitale va plus être de 2 tiers dette, 1 tiers fonds propres. Donc, 2 tiers dette, ça veut dire que j'ai 2 fois plus de dette que j'ai de fonds propres. Donc, si j'ai 50 000 de fonds propres qui rentrent, les compagnies, on aurait tendance à dire le 50 000, on va réduire la dette. La plupart des compagnies ne pensent pas comme ça. Pourquoi? On veut tout le temps générer de la croissance. Si j'ai 50 000 en capitaux propres sous forme de profit, je vais emprunter 100 000 de dette et maintenant j'ai 150 000 pour financer mes projets. Le 150 000, j'ai 2 tiers ou 100 000 qui provient de la dette et j'ai 50 000 ou 1 tiers qui provient des capitaux propres, des profits. Donc, la structure capitale, en conséquence, demeure inchangée. 2 tiers dette, 1 tiers fonds propres. Donc, le taux de croissance. En finance 1, on a calculé tous ces ratios. Alors, on a le rendement des fonds propres, la valeur des fonds propres au début de l'année, le profit durant l'année, et ça, c'est le rendement des fonds propres. On peut même prendre des rendements, les fonds propres en fin d'année, puis les profits en fin d'année, justement pour simplifier. C'est ce qu'on avait fait en finance 1. Le taux de croissance, c'est le pourcentage de rendement de mes fonds propres multiplié par le pourcentage des profits qui sont réinvestis dans la compagnie. Donc, si j'ai réinvesti 0% dans la compagnie, je vais avoir 0 de croissance. Et si je réinvestis 100% dans ma compagnie, je vais avoir le rendement de mes fonds propres en croissance, le 20% de tantôt. Si je réinvestis 70% de mes bénéfices dans la compagnie, je vais avoir 70% de ce 20% en croissance du 14%. Donc, si j'ai des bons projets, je devrais réinvestir autant que je peux. Si je ne pense pas avoir des bons projets, je devrais commencer à verser des dividendes. Si j'ai vraiment aucun projet, je devrais verser 100% en dividendes. C'est ce que mon père faisait. Il y avait une pharmacie, il n'y avait aucun intérêt à ouvrir une deuxième pharmacie. Alors, lui, il se payait tous ses profits à la fin de l'année sous forme de dividendes. Il n'y avait aucune dette, il se remboursait, il se payait des dividendes à la fin de l'année. Il se payait un salaire comme pharmacien et à la fin de l'année, il y avait des centaines de milliers de profits, il se versait ça sous forme de dividendes. Donc, le taux de rétention, c'est le pourcentage qui est réinvesti dans la compagnie. Donc, si j'ai un profit de 100 000 et je verse 20 000 en dividendes, je verse 20% sous forme de dividendes et je retiens 80%. Je réinvestis 80% dans la compagnie. RR, c'est retention rate ou le taux de réinvestissement en français. C'est le pourcentage du bénéfice net qui n'est pas distribué en dividendes, qui est réinvesti dans la compagnie. Le ROE, c'est le rendement des fonds propres, Return on Equity. C'est tout simplement le bénéfice net sur la valeur totale des capitaux propres. Pour nous, pour ces questions-là, je vais assumer qu'on a juste des actionnaires ordinaires. Si on a d'autres types d'actions, je veux dire, ça c'est plus le cours 52-40 ou 32-40 qui va s'occuper de ça. Nous, on va quand même garder ça assez simple pour finance. Encore une fois, en finance, c'est généralement des grosses entreprises et on a généralement juste un type d'actionnaire, puis c'est l'actionnaire ordinaire. Il y a des exceptions, comme Google a 2 types d'actions, Bombardier a 2 types d'actions, mais je veux dire, c'est plus rare que c'est la norme. OK, donc si on regarde, alors j'ai pris l'exemple de 2017, la question 2, un ancien examen. Au début de l'année, la book value, la valeur au livre, la valeur comptable d'une action est de 22 $. Le taux sans risque, alors le rendement des bons du trésor, c'est du 3%. Le rendement attendu du marché, c'est 10%. Et le bêta de la compagnie, c'est 1,2. Donc, avec ces données-là, on peut trouver le rendement attendu des actionnaires. Ça, c'était votre intra. Le taux de rétention est de 30%. On réinvestit 30% des profits dans la compagnie. Ça veut dire qu'on verse 70% des bénéfices sous forme de dividendes. La prochaine année, la dernière année, donc l'année passée, le bénéfice net par action était de 4,25. Donc, on a fait 4,25 en profit. On a versé 70% de ce montant sous forme de dividendes. Et on a réinvesti 30% de 4,25 dans la compagnie pour générer de la croissance. Donc, les questions qu'on se pose. Quel est le rendement attendu des actionnaires? 2. Quel est le rendement des fonds propres de la compagnie? 3. Quel est le taux de croissance attendu de la compagnie?
4, quel est le dividende attendu l'année prochaine? On peut calculer celui de l'année passée et on va projeter pour l'année prochaine. Et 5, quelle est la valeur, la juste valeur marchande de l'action ou ce qu'on appelle le prix sans arbitrage? Quel devrait être le prix de cette action sur le marché libre, à la bourse? Donc, le rendement des actionnaires, c'est le modèle CAPM. C'est le taux sans risque, 3 plus bêta, 1,2, fois la différence entre le rendement attendu du marché et le taux sans risque, 10 moins 3. Donc, le bêta du marché est de 1 et le marché te donne du 10. Un bêta de 1,2, on est perçu comme légèrement plus risqué que la bourse qui te donne du 10 et donc on devrait être compensé pour le risque avec un peu plus de rendement. Donc, les actionnaires s'attendent à du 11,4. Le rendement des fonds propres. L'année passée, au début de l'année, la compagnie valait 22 piastres au livre. Elle avait fait 4,25 en profit. Donc, elle avait fait un rendement de 19,32. Le taux de croissance attendu de la compagnie. La compagnie, les capitaux propres font un rendement de 19,32. Par contre, on verse 70% des profits sous forme de dividendes. On ne réinvestit que 30% dans la compagnie. Donc, on va juste garder 30% de ce 19,32% qui va être réinvesti dans la compagnie. Et donc, le taux de croissance attendu de la compagnie est de 5,8%. En passant, pour ceux qui ont fait Finance 1 avec moi, il y avait deux taux de croissance. Ici, on va juste regarder le taux de croissance soutenable, qui est le taux de croissance qui maintient la structure capitale de la firme. 2 tiers dette, 1 tiers fonds propres. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle le vice-président finance. En anglais, c'est le Chief Financial Officer, le CFO. Et lui, sa job, il y a deux jobs. Un, payer toutes les factures, s'assurer que toutes les factures sont payées. Et deux, maintenir la structure capitale optimale de la firme. Et la plupart des compagnies préfère être 2 tiers dette, 1 tiers fonds propres parce qu'on ne laisse pas d'argent sur la table et on prend assez de risques et on a le bénéfice en s'endettant. On prend un peu plus de risques, mais en s'endettant, le coût du capital est inférieur au rendement attendu des actionnaires qui serait de 11%. Et plus les intérêts sont déductibles d'impôts. Donc, le taux de croissance de la compagnie, 5,8%. Maintenant, le dividende attendu pour la prochaine année. La dernière année, la compagnie, elle avait fait 4,25 de profit. Elle a versé 70% de ses profits sous forme de dividende, donc on peut calculer le dividende de l'année passée. Et le prochain dividende va tout simplement être ce chiffre avec 5,8% de croissance. Donc, l'année passée, on avait fait des profits de 4,25. On a versé 70% des profits sous forme de dividendes. Donc, l'année passée, on a versé 2,98 sous forme de dividendes. La prochaine année, on s'attend à un taux de croissance de 5,8%. Donc, le 2,98 va être projeté à du 5,8%. Et donc, la prochaine année, on s'attend à 3,15%. Une autre façon qu'on aurait pu le faire, on aurait pu projeter les bénéfices par action de la prochaine année. L'année passée, on a fait 4,25 en profit. L'année prochaine, on s'attend à faire 5,8 de croissance. Donc, l'année prochaine, on s'attend à du 4,50 en profit. On verse 70% de 4,50 sous forme de dividende. Et encore une fois, on a un dividende au temps 1 qui est égal à 3,15. Deux façons d'arriver à la même réponse. Donc, le dividende de la prochaine année est attendu de 3,15. Quelle est la juste valeur marchande des actions? Donc, je connais le dividende de la prochaine année, je connais le rendement attendu des actionnaires et je connais le taux de croissance. Et donc, le prix sans arbitrage, c'est tout simplement le dividende au temps 1, 3,15, divisé par le rendement attendu des actionnaires, 11,4 moins le taux de croissance soutenable, 5,8 Et donc, la juste valeur marchande, la market value, est de 56,20. La book value, elle est de 22 plus les bénéfices non répartis de l'année. Donc, ce serait 22 plus 4,25 moins 2,98. Donc, ce serait 22 plus 1,27. Donc, le prix de l'action au livre devrait être de 23,27. La valeur de l'action au marché, elle est de 56,20. Donc, si je reviens à Scotiabank, la juste valeur marchande, ben, c'est le prix du marché, 69,10. Ça, c'est la valeur. Mais si vous rentrez dans Financials,
Alors, quand vous rentrez dans Financials, vous avez dans Balance Sheet, vous avez la valeur des capitaux propres, la valeur des actionnaires. Et la valeur des actionnaires, c'est juste. Alors, la valeur des actionnaires, c'est la valeur des actions, les émissions d'actions, plus les bénéfices non répartis. Donc, la valeur totale des actionnaires, il y a juste un type d'actionnaire chez Scotiabank en ce moment. Alors, la valeur totale de tous les actionnaires et de la valeur au livre de toutes les actions, c'est 82 billions de dollars. Il faut juste savoir, il y a 1,2 billion d'actions en circulation. Et donc, on serait capable de calculer quelle est la book value de l'action. Donc, ce serait 84 billions divisé par 1,25 billion. Donc, ce serait aux alentours de, je dirais, 68 de l'action. Alors, 4 cinquièmes de 84 billions. Aux alentours de, c'est ça, je dirais aux alentours de 60, entre 66 et 67 Donc, la book value d'une action, on pourrait la calculer, c'est 67 et la market value est de 67. Donc, c'est quasiment du 1 pour 1. Mais dans le cas de Tesla et de Google, c'est quelque chose comme du 100 pour 1. Des fois même, on va trouver des titres qui se transigent à la bourse parce que la valeur marchande de l'action, elle est plus petite que la valeur au livre. Et quand moi, je vois des titres comme ça, j'ai tendance à bien les aimer. C'est comme ça qu'il y a 5 ans, j'ai acheté beaucoup de penny stock dans le marché du pétrole et j'ai fait beaucoup d'argent en 2020 et 2021. Alors, j'ai eu deux très bonnes années de cette façon-là. OK, donc revenons au cours. Qu'est-ce qui affecte les dividendes? Ben, si j'ai besoin de protéger mon capital, supposons que je suis Carnival Cruise Lines en 2020, COVID, on est en lockdown. Ben, je vais couper le dividende parce que j'ai besoin d'autant de cash pour possible. Alors, Carnival Cruise Lines, elle a survécu en s'endettant massivement. Elle a pris 15 billions de dettes juste pour garder la compagnie viable. Alors, pendant 2 ans, il y avait zéro argent qui rentrait. Et donc, le prix, l'action, elle a été affectée. Liquidité aussi. Quand tu as du cash, je veux dire, dès que tu as de l'argent dans ton compte de banque, tu es capable de payer tes factures. Quoi d'autre? Aussi, il y a un aspect, les taxes sur les dividendes versus les taxes sur les gains capitaux. C'est quelles sont les préférences des actionnaires? Et il y a plein de sortes d'actionnaires. Et si en moyenne, les gains capitaux sont plus taxés que les dividendes, les actionnaires vont préférer des dividendes. Et si l'inverse est vrai, on va préférer un gain capital. Donc, ça dépend des préférences des actionnaires. Donc, si on aime des dividendes, on a tendance à acheter des compagnies stables qui versent un beau dividende. Si on n'aime pas des dividendes, on achète des compagnies qui sont un peu plus, qui ont beaucoup de croissance, mais qui ne payent aucun dividende. Donc, des titres comme Tesla, on aime ces titres-là si on n'aime pas un dividende. Puis des compagnies comme Banque Scotiabank, on aime ces compagnies-là si on n'aime pas les gains capitaux. Parce que Scotiabank, le prix de l'action ne devrait pas trop bouger, mais le dividende de 6 par année, il est relativement stable. Alors, ça, c'est les préférences des actionnaires. Si on a des bons projets, on n'a pas d'argent pour payer des dividendes, on aimerait mieux investir dans nos projets. Et encore une fois, il y a aussi une autre chose. Quand tu verses un dividende, le CFO, il doit s'attendre à chaque 3 mois de faire un paiement de dividendes. Et des compagnies qui versent des dividendes, historiquement, il y a moins de fraude. Comme Enron, versait aucun dividende. PG&E, aucun dividende. Lucent, Tyco, Krispy Kreme, il y avait Xerox, il y avait toutes des compagnies qui avaient des fraudes. Ben, ils ne versaient aucun dividende quand ils faisaient leur fraude. Quand tu verses un beau petit dividende, le CFO doit s'assurer de faire ce paiement-là. Généralement, ces compagnies-là sont plus robustes. Leur comptabilité, elle est plus robuste. Et si jamais on a tellement de cash et on ne sait pas quoi le faire, peut-être que ça va se passer chez Apple prochainement. C'est qu'on verse une fois un gros montant de liquidité parce que Apple, en ce moment, je pense qu'elle a 150 billions qui traînent dans ses coffres. Elle n'a pas assez de projets. Honnêtement, elle devrait juste rembourser ses actionnaires. Elle n'a aucune dette non plus. Donc, elle devrait juste tout simplement récompenser ses actionnaires en versant un dividende résiduel. OK, donc, une autre chose, si la compagnie elle a une structure capitale, ça veut dire qu'elle a un niveau d'endettement optimal. Dans ce cas-ci, dans notre exemple, on a une compagnie qui a 40 de dette et donc 60 en fonds propres. Si j'ai 40 en dette, 60 en fonds propres, et je viens juste de faire un cash flow ou un profit de la dernière année de 60 000. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai plus de capitaux propres,
mon ratio 40-60, il va être en déséquilibre. Alors, j'avais 40 dettes, 60% fonds propres, mais maintenant, j'ai plus de capitaux propres. Il faut que la compagnie s'endette davantage. Donc, si la compagnie emprunte 40 000 elle a maintenant 100 000 pour investir dans les projets ou verser des dividendes. J'ai 100 000, 60% provient de mes capitaux propres et 40% provient de ma dette. Maintenant, si j'ai 100 000 cash et j'ai des projets d'investissement de 80 000, je vais payer le 80 000 à partir de ce 100 000. Il me reste 20 000. Combien est-ce que je peux verser sous forme de dividendes? A priori, on dit, ben, je pourrais payer 20 000 en dividendes. Mais encore une fois, si je paye 20 000 en dividendes, je réduis mes capitaux propres, mais pas ma dette. Donc, je peux réduire mes capitaux propres de 60% du 20 000 et 40% du 20 000, ça va être un remboursement de dette. Si par contre, j'ai 100 000 et mes projets sont de 150 et je veux absolument investir dans tous les projets, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est que je dois trouver un 50 000 supplémentaire. 40% va provenir de la dette et 60% doit provenir de mes actionnaires. Mais je vous ai dit au cours précédent que quand on émet des actions, on dilue les actionnaires existants et généralement, on n'aime pas ça. Donc, quand on fait une deuxième appel à du capital, c'est généralement relativement mal perçu par la bourse. Je veux dire, si tu as un bon projet, tu vas t'endetter pour acheter le projet parce que quand tu émets du capital action, c'est comme tu es en train de dire, moi, ma valeur sûre, je vais le partager avec toi. Si j'ai une valeur sûre, je vais le garder juste pour moi si j'utilise juste de la dette. Donc, quand on émet du capital action, c'est mal perçu par le marché. Donc, je répète ce que j'ai dit. J'ai un ratio d'endettement optimal de 40%. J'ai des cash flows annuels de 60 000. Je vais prendre un endettement additionnel pour m'assurer que du cash flow, de tout le cash additionnel qui rentre, 40% provient de la dette et 60% provient des capitaux propres. Donc, si mon taux d'endettement est de 40%, la dette additionnelle, ça veut dire que le pourcentage dette à actif, c'est 40%. Et les actifs, c'est la dette plus les capitaux propres. Donc, je vais m'endetter, je vais prendre une dette supplémentaire et le pourcentage de cette dette supplémentaire divisé par les actifs supplémentaires, qui est donc la dette plus les capitaux propres de 60 000, est égal à 40%. Donc, si j'isole mon D, la dette additionnelle requise est de 40 000. Je vais avoir 100 000 cash, 60% ou 60 000 provient de mes capitaux profs, mes profits, et 40% ou 40 000 provient de ma dette additionnelle. Qu'est-ce que je peux faire avec si la compagnie elle a des projets de 80 000 ou ben donc des projets de 150 000? J'ai maintenant 100 000 cash pour investir dans mes projets. Si j'ai des projets de 80 000, ben, j'ai 100 000, 80 000 vont rentrer dans mes projets. J'ai maintenant 20 000 cash. Je peux payer un dividende avec ce 20 000. Mais si je paye tout en dividende, je réduis mes capitaux propres de 20 000 et je ne réduis pas ma dette. Donc, ma structure capitale, elle va être déséquilibrée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? 60% de ce 20 000, je vais payer un dividende ou je vais racheter des actions. Et 40% de ce montant, je vais rembourser de la dette. Donc, je vais verser 60% en dividende et je vais rembourser 40% de dette. Donc, 12 000 en dividende, 8 000 en dette, je maintiens ma structure capitale. Si par contre, mes projets sont de 150 000, j'ai juste 100 000 cash, j'ai besoin de trouver un 50 000 supplémentaire. 60% encore une fois va provenir des capitaux propres. Je vais devoir émettre des actions supplémentaires qui est généralement mal vu par le marché. 60% du 50 000, c'est du capital action. Et 40% du 50 000 ou 20 000, c'est de l'endettement. Je vais maintenir ma structure capitale à 40% dette, 60% fonds propres, capitaux propres. Maintenant, a priori, quand Scotiabank verse un dividende de 1,06 $ à chaque 3 mois, on aurait tendance à dire qu'au moment que la compagnie verse le dividende, le prix de l'action devrait chuter de exactement 1,06 $. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que généralement, le prix de l'action va chuter d'environ 1,06 $.
Alors, je veux dire, si la date ex-dividende, elle est ici, le lendemain, le prix de l'action va avoir tendance à bouger d'environ, va bouger d'environ 1,6. Donc, j'assume que cette grosse chandelle ici, c'est la journée où est-ce que le dividende, elle a baissé, que l'action elle a baissé du prix de dividende. Donc, à la veille, elle a fermé à 63,6 et le lendemain, elle a fermé à 62,1. Donc, de 60, ici, c'est le close. Donc, elle a fermé de 63,6 et le lendemain de 62,1. Donc, une chute de 1,5. Le dividende est de 1,6. Alors, c'est très proche. Et en passant, j'assume que c'était à cette date-là. Même chose, chaque fois que je vois une grosse chandelle à la baisse, j'assume que c'est à cette date-là que le dividende est versé. Donc, qu'est-ce qui arrive, par contre, c'est pas exact. Un, les marchés, tu sais, il y a du bruit, bien sûr. A priori, on aurait tendance à penser que l'action devrait chuter d'exactement le montant du dividende. Mais encore une fois, ça dépend des préférences des actionnaires. OK, donc à l'écran, je suis désolé, j'ai juste une souris comme crayon. A priori, une action qui verse un dividende, le prix de l'action va augmenter avec le temps. Le jour du dividende, il va baisser du montant du dividende. Par la suite, il va croître sur les 3 prochains mois. Le jour du dividende, à la date ex-dividende, ça chute. Pendant 3 mois, ça grimpe. À la date ex-dividende, ça chute et ça continue. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup plus de bruit. Donc, je veux dire, c'est un beau graphique. Maintenant, si moi, par contre, supposons que les dividendes, les taxes sur les dividendes sont égales à 1 mais les taxes sur les gains capitaux, dans un cas ridicule, sont de 50 Qu'est-ce que vous allez préférer en tant qu'actionnaire? Préférez-vous un dividende ou est-ce que vous préférez un gain capital? Bien sûr, vous allez préférer un dividende. Donc, vous allez vouloir généralement acheter l'action juste avant qu'un dividende qui est versé. Donc, tu vas généralement acheter l'action ici, ou ben donc tu vas acheter l'action ici, ou ben donc tu vas acheter l'action ici, et ainsi de suite. Et si tu vends l'action, généralement, tu vas vendre l'action immédiatement après que tu as reçu le dividende, et donc le prix va baisser. Donc, tu vas vendre soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Alors, tu achètes ici, tu vends ici. Pourquoi? Tu préfères recevoir le dividende. Si par contre, l'inverse est vrai, et supposons que les gains capitaux sont taxés à 1 et les dividendes sont taxés à 50 Encore une fois, désolé, j'ai juste la souris. Ici, dans ce cas-ci, on va détester un dividende. Pourquoi? On est vraiment taxé sur le montant du dividende. Donc, si quelqu'un est vraiment zélé, il veut vraiment pas recevoir le dividende, il va vendre l'action avant le versement du dividende, il va toujours acheter l'action. Donc, imaginez cette personne-là qui est très zélée, puis à chaque fois, il achète ici, puis il vend ici, il achète ici. Tout ça, c'est un gain capital, il vend ici. Alors ça, c'est un gain capital, il vend, il rachète ici après le versement du dividende. Donc, il ne reçoit pas le dividende. Il rachète quand c'est plus bas, il vend ici. Ça, c'est un gain, la hausse, c'est un gain capital. Donc, lui, il va être taxé sur du 1 sur chaque achat. Alors, ça, c'est un gain capital. De ici à ici, c'est un gain capital. De ici à ici, c'est un gain capital. Il est taxé à du 1 Donc, si tu es tout le temps en train de vendre avant que tu reçois le dividende, ça veut dire avant la fermeture, le prix de l'action va avoir tendance à baisser. Et si tu rachètes juste après le dividende, ça veut dire à l'ouverture, le prix de l'action va être plus élevé que normalement. Donc, qu'est-ce qui arrive? Si on préfère des gains capitaux, la chute de prix entre la date de vente qui est ici, et le prix d'achat qui est ici, la chute de prix va être plus petite que le montant du dividende, qui est tout ceci. Si par contre, les dividendes sont taxés à du 1 puis les gains capitaux à du 50 tu vas préférer acheter l'action avant le dividende et vendre l'action après le dividende. Parce que tu préfères un dividende qu'un gain capital. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que, rendu qu'on est proche le dividende, tu vas acheter l'action qui fait en sorte que le prix de l'action va grimper.
Et le lendemain, normalement, le prix de l'action devrait ouvrir ici, ben, il va chuter plus bas. Alors, la chute de prix va être plus grand que le montant du dividende. La théorie dit que d'un point de vue, si les taxes sur les dividendes et les gains capitaux sont les mêmes, la chute de prix devrait être exactement du dividende. Parce qu'on est indifférent entre un dividende et un gain capital. Par contre, qu'est-ce qu'on va dire, nous, c'est qu'après impôt, la valeur du dividende après impôt devrait être la même que la valeur du gain capital après impôt. Donc, je vais revenir à ma slide. Et donc, nous, on va dire qu'après impôt, le gain capital devrait être égal à la valeur du dividende après impôt. Donc, si les taxes sont égales, le dividende et le gain capital devraient être égales. Et la chute de prix de l'action devrait être du montant du dividende. Donc, le prix, alors, si les gains capitaux et les dividendes sont taxés au même niveau, la chute de prix après le versement du dividende. Alors, le prix de l'action demain devrait être le prix de l'action. Alors, le prix de l'action ex-dividende devrait être le prix de l'action cum dividende moins la valeur du dividende. C'est vrai quand les taxes sont égaux. Si par contre, euh, alors, on devrait être indifférent après impôt entre un gain capital et un dividende. Donc, on va faire le traitement des taxes sur le gain capital et l'impôt. Si les dividendes sont taxés plus fortement que des gains capitaux, on va préférer un gain capital à dividende. On va essayer d'éviter de recevoir des dividendes. Donc, on va vendre l'action généralement juste avant qu'on reçoit le dividende et on va acheter l'action juste après qu'un dividende est versé pour éviter d'avoir l'action. Donc, si on vend l'action avant, alors si normalement la chute de prix devrait être de ça et on vend l'action juste avant le versement du dividende, ça veut dire que le prix devrait être inférieur au prix qui aurait normalement eu lieu. Et si on rachète après le versement du dividende, ça veut dire que le prix serait plus élevé que normalement. Et donc, la chute de prix de l'action devrait être plus petite que la valeur du dividende. Donc, on préfère des gains capitaux à des dividendes. Et donc, on va vendre l'action généralement juste avant le versement d'un dividende, à la date cum dividende. Et quand on achète cette action-là, on va l'acheter à la date ex-dividende pour éviter de recevoir le dividende. Et le prix de l'action va chuter avant le versement et le lendemain, le prix de l'action grimpera parce que c'est à ce moment-là que tout le monde achète. Si par contre, l'inverse est vrai et les gains capitaux sont taxés plus que le dividende, ça veut dire qu'on va préférer un dividende à un gain capital. Lorsqu'on va vouloir acheter, alors normalement, ça c'est la chute de prix avant, après. On va vouloir acheter l'action avant le versement du dividende. Donc, le prix de l'action devrait grimper avant le versement du dividende. Et on va avoir tendance à vendre l'action après le versement du dividende. Donc, la chute de prix avant, le prix de l'action va augmenter. Après, le prix de l'action va baisser. Ça, c'est le dividende qui est versé. Donc, la chute de prix qui va de là à là devrait être de plus grand. En d'autres mots, on va préférer un dividende à un gain capital. Donc, la chute de prix, avant le versement du dividende, le prix de l'action va grimper. Après le versement du dividende, le prix de l'action va chuter. Et encore une fois, c'est la moyenne pondérée de tous les investisseurs au monde qui achètent et qui vendent. Et ça dépend de leurs préférences à eux. Mais après le versement du dividende, après un gain capital reconnu, on veut regarder ça après taxe. Donc, la valeur du gain capital après taxe, ben, on a acheté ici, on a vendu ici, ça c'est un gain capital. Et donc, ça, c'est taxable au niveau des gains capitaux. Après gains capitaux, qu'est-ce qui nous reste? C'est 100% moins le pourcentage qui est versé sous forme de gain capital. Donc, c'est la chute de prix hier, moins c'est le prix de l'action hier, moins le prix de l'action aujourd'hui après le versement du dividende. Ça, on va appeler ça un gain capital, entre guillemets. C'est vrai, mais quand on regarde ça d'une façon. Alors, la chute de prix, on va appeler ça un gain capital. Et donc, c'est taxé aux gains capitaux. Si par contre, on achète avant, à la date comme dividende et on vend à la date ex-dividende, la chute de prix, c'est reçu sous forme de dividende. Et le dividende, lui, est taxé au taux d'impôt sur les dividendes. Nous, on dit, la valeur du gain capital devrait être, après impôt, devrait être égale à la valeur du dividende après impôt. Donc, le prix de l'action hier moins le prix de l'action aujourd'hui,
fois 1 moins le taux sur les gains capitaux est égal au dividende qui a été versé fois 1 moins le taux de distribution des dividendes. Alors, P0 moins P1, c'est la chute de prix. Quelle devrait être la chute de prix? Ben, c'est le dividende qui vient juste d'être, qui sera versé, fois 1 moins le taux de dividende, et on divise à gauche et à droite par 1 moins le taux sur les gains capitaux. Et donc, la chute de prix devrait être cette formule ici, qui est donnée dans votre feuille de formule pour l'examen final. Un exemple. Le prix d'une action est de 80 $. Les gains capitaux sont taxés à 40 et les dividendes sont taxés à 10 %. Donc, on préfère un dividende à un gain capital. Quand on achète l'action, c'est généralement à la date cum dividende. Quand on vend une action, c'est généralement à la date ex dividende. Donc, le prix de l'action va grimper avant le versement et va chuter après le versement. Donc, la chute de prix devrait être d'un peu plus que le dividende. Un dividende de 1,50 sera versé. Quel devrait être le prix de l'action après le versement? Donc, la chute de prix, ça devrait être le dividende fois 1 moins le taux de dividende divisé par 1 moins le taux de gains capitaux. Donc, 1,50 fois 1 moins le 10 qui est les taxes sur les gains capitaux, divisé par 1 moins les taxes sur les dividendes, divisé par 1 moins les taxes sur les gains capitaux, qui est de 40 Et donc, la chute de prix devrait être de 2,25. Et donc, si l'action est de 80$, le prix de l'action devrait chuter de 2,25. Le lendemain, le prix de l'action devrait être aux alentours de 77,75. Maintenant, ça, c'est un cas extrême. Il n'y a aucune place où que les gains capitaux sont taxés à 40 et les dividendes sont taxés à du 10. Généralement, c'est, je veux dire, si le dividende est de 1,50, la chute de prix va être quelque part entre 1,47 et 1,53, dépendant des préférences des actionnaires. Comme dans le Scotiabank, on avait un dividende de 1,6, ça veut chuter de 1,5. OK. Et ça complète les exercices de cette semaine. Je mets sur